Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Initié depuis le 2021 par le haut représentant du président de la République, rencontre avec les institutions, 5e édition à l'Université Polytechnique de San Pedro, le médiateur de la République, institution de protection des droits du citoyen et sentinelle de la paix. C'est le thème abordé par Adama Toungara devant les étudiants. Le mois de Ramadan se poursuit, les actes de générosité aussi s'enchaînent pour aider les communautés en cette période d'intense prière. C'est le cas dans la région du Hambol. Les fidèles ont reçu le soutien du vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. Pas de panique, des analyses sont en cours et bientôt des résultats. Des informations faisaient état de poissons appelés à Dieu vent, confectionnés avec de l'insecticide. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a fait des prélèvements. Des agents se sont rendus sur le terrain dans le village d'Abobo-Doumé. Puis la tournée africaine du représentant du Congrès américain, Dr. Ronnie Jackson, s'est poursuivie ces derniers jours à Kigali après Kinshasa. Il s'est entretenu avec les chefs d'État Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Ils ont discuté de la coopération en cours pour promouvoir la paix dans la région. C'est une initiative pour vulgariser les institutions de la République. La 5e édition tenue à l'Université Polytechnique de San Pedro, le médiateur de la République était face aux étudiants. Ils ont beaucoup appris de son rôle de maintien de la paix. Sam Conan. Je voudrais demander aux étudiants qui est le médiateur de la République. Le médiateur de la République, c'est Kone, M. Adam Kone. Le nom, c'est M. Kone Gilbert Kafana. Voilà des réponses qui donnent pleinement raison au haut représentant du président de la République d'organiser cette rencontre qui devra permettre aux populations de mieux connaître l'institution de protection des droits du citoyen. Une des missions du haut représentant du président de la République est de promouvoir et vulgariser les missions de nos institutions. À cet effet, chaque action, chaque initiative vise à renforcer la confiance des citoyens envers nos institutions publiques. À l'auditorium de l'Université Polytechnique de San Pedro, Adama Toungara, le conférencier du jour, a entretenu la salle sur le rôle que joue l'institution qu'il dirige. Le médiateur de la République règle les différends entre l'administration publique et les administrés. C'est son premier rôle. Deuxième rôle, c'est de renforcer la cohésion sociale. Le conférencier a également expliqué comment intervient le médiateur de la République dans les affaires. Je souhaite que vous soyez les ambassadeurs de la paix. Je vous exhorte à parler à vos parents, à vos jeunes frères, pour que l'élection de 2025 soit une élection apaisée et sans violence. Les rencontres avec les institutions, ce rendez-vous initié par le haut représentant du président de la République, est à sa 5e édition. Daouda Berté, auteur de l'œuvre Alhamdulillah. Et si nous étions un peu reconnaissants envers Dieu, il est l'invité de la page culture. Nous le recevons. Bonsoir, Monsieur Berté. Bonsoir, Monsieur Kolo. Déjà, il faut peut-être dire aussi merci à Dieu pour ce moment qu'il nous permet d'avoir. Absolument. C'est une belle initiative, c'est une belle opportunité. Merci à Dieu. D'accord, on va en parler tout à l'heure, cet ouvrage de Alhamdulillah. Ici, nous étions un peu reconnaissants envers Dieu, un ouvrage qui nous rappelle l'amour de Dieu pour les humains et surtout les grâces dont on bénéficie tous. Oui, tout à fait. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, de temps de poursuivre avec le tour de l'actualité. Et justement, l'actualité, c'est cette reconnaissance à Dieu à travers ce moment de privation et de prière, le mois de Ramadan. C'est aussi la solidarité. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, est solidaire des fidèles musulmans du Hambol. Il a offert du riz et du sucre aux communautés de la région. Gervais Kwasi, Soro Corona. Akatioula, c'est la première vice-présidente du conseil régional du Hambol, Aïssa Toukone, qui a convoyé les 5 tonnes de riz et de sucre destinés à la communauté musulmane. Les dons ont été réceptionnés par Abdoulaye Ouattara, l'un des administrateurs de la grande mosquée. À Niakaramadougou, c'est le maire de la commune, Pierre Kone, qui a été désigné pour remettre les dons aux fidèles musulmans. Ici, ce sont également 5 tonnes de riz et de sucre qui ont été reçus par Enza Kone, l'adjoint du grand imam. À Taféré et Badika, 2 localités chères aux donateurs, ce sont 3 tonnes de riz et de sucre qui ont été offertes à chacune des communautés
par l'entremise du maire de Tafieré, Koulibaly Soukalo. À Dabakala, c'est Souleymane Koulibaly, cadre du département, qui a été chargé de remettre les 5 tonnes de riz et de sucre aux fidèles musulmans qui ont désigné le premier responsable du COSIM local, Draman Fofana, pour les représenter à la remise. Les émissaires du vice-président de la République avaient un message de leur mandant à l'endroit des guides religieux. Nous avons demandé de prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Hassan Ouattara, de faire beaucoup de prières pour le vice-président de la République, qui est leur fils ici dans la région du Hambol, son Excellence M. Timoko Mile, et surtout de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le message fort que le vice-président m'a chargé de transmettre à nos parents, c'est de continuer de prier. Prier pour la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. À Katoula, nous allons prier effectivement pour le président de la République et le vice-président. Tous les musulmans de Niakara, on est vraiment contents. Ce qu'on a reçu dans cette période-là. Au nom de tous les imams, que le don qui a été fait au nom de la communauté, vraiment c'est un signe de joie. Que remercier, louer le Seigneur et aussi dire merci à nos autorités. Ce geste du vice-président de la République à l'endroit de la communauté musulmane de la région du Hambol en cette période de pénitence, de partage et de piété n'est pas le premier du genre. Et chrétiens musulmans donc en période de prière, un moment de partage et de convivialité. Le président de l'Assemblée nationale a reçu pour la rupture du jeûne des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et des guides religieux. Adama Bictogo a demandé des prières pour l'apaisement en cette année électorale. Moussa Konaté, Barnabé Kona. En cette période de carême et de jeûne musulmans, le président de l'Assemblée nationale exprime sa solidarité aux représentants diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire et aux guides religieux. Il nous faut prier durant ce temps que Dieu nous donne, chrétiens comme musulmans, pour hâter un pays de paix véritable. Comme pour reprendre les paroles du psalmiste, amour et vérité doivent se rencontrer, justice et paix doivent s'embrasser. En ces temps de prière, nos pensées vont à tous les pays du monde qui souffrent de guerres, de conflits, de famines. Qu'Allah bénisse chacune et chacun ici présent. Je vois ici présent plusieurs confessions, plusieurs religions, plusieurs ethnies, plusieurs pays, et cela souligne de façon éloquente la posture de la Côte d'Ivoire et la posture que la Côte d'Ivoire a toujours adoptée depuis son indépendance, de réunir tous sur le même toit, tous dans la cohésion. Avec à ses côtés le président du CESEC, Eugène Akaweli, et le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, Adama Bictogo relève les rapports excellents entre la Côte d'Ivoire et les représentations diplomatiques. Ce que nous avons su tisser ensemble, la fraternité, l'amitié, les ponts que nous avons su construire avec chacun des diplomates et chacune des diplomates, conformément à la vision de notre président, conformément à l'ADN qui caractérise notre pays, la Côte d'Ivoire, pays de fraternité et d'hospitalité. Le président de l'Assemblée nationale a également sollicité auprès des guides religieux des prières pour la stabilité et l'apaisement en cette année électorale. Et justement, dans l'actualité, ce soir, comme prévu, ce samedi 22 mars, le contentieux de la liste électorale a démarré en Côte d'Ivoire. Un processus essentiel pour garantir un fichier électoral définitif et surtout fiable avant l'élection présidentielle de 2025. Pourtant, ce premier jour, dans les différents centres visités, Cocody, Abobo, Yopougon, Plateau, l'affluence restait timide. On fait le constat avec Sidonie Davila. Après la consultation de la liste électorale provisoire, place aux réclamations. Dans les commissions électorales locales ou CEL visitées à Abidjan, l'affluence reste timide pour ce premier jour. Depuis ce matin, nous recevons tout doucement, puisque c'est vraiment le tout début. Et puis comme le moteur, il faut se mettre en jambe. Donc les 3 équipes sont en place et nous recevons donc dans l'ordre au fur et à mesure. Nous demandons à tous les électeurs de Cocody, que ce soit de Cocody 1 jusqu'à Cocody 7, qui viennent pour que nous puissions en tout cas ensemble regarder ce qu'il faut apporter comme réponse et les satisfaire. Dans sa commission électorale locale située à Cocody-Angré, quelques requérants patientent pour être reçus, tandis que d'autres viennent de finaliser leurs réclamations. Et à la vérification de la liste, j'ai constaté qu'il y avait fait auparavant une suppression et ajout des prénoms.
Donc c'est l'ancien prénom qu'ils ont maintenu. Ils n'ont pas tenu compte de la suppression du changement que j'ai opéré. Faible mobilisation également dans les communes d'Abobo et du Plateau où seuls quelques électeurs se sont déplacés. La plupart viennent pour des corrections d'état civil. Donc l'erreur se trouve sur mon prénom, Christopher. Au lieu de Christopher, ça a été marqué Christo. Donc je suis là pour rectifier cela. Si cela n'est pas rectifié, la personne qui est inscrite là-bas, ce n'est pas moi. On est venu accompagner nos petits frères pour faire des réclamations. Pour lui, ça portait sur le nom de son papa et pour lui, sur le nom de sa maman. J'ai mon nom qui a été erroné. Donc ça fait la deuxième fois maintenant que je fais la réclamation maintenant. Il n'y a pas eu trop d'explications par rapport à ma réclamation et puis ça a été vite traité aussi. À Yopougon, la situation est bien différente. Au moment de notre passage, aucun électeur présent dans la CEL pour une réclamation. Le requérant, non, quand il vient, nous, au regard des dossiers, on fait des propositions. À tel, il fait une réclamation, son nom c'est Yao, on a écrit Yaa. Voici son extrait de naissance. Donc au regard de ça, on propose que ce soit réécrit Yao. La phase du contentieux de la liste électorale, débutée ce samedi 22 mars, se poursuit jusqu'au 5 avril prochain. Une période déterminante où les électeurs peuvent contester leur radiation ou signaler des erreurs administratives. Justement, les partis politiques se préparent pour la présidentielle d'octobre. Le bureau des fonctionnaires RHDP de la section ALP a été installé. Les membres vont commencer la mobilisation des populations. Régis Kofi. Section ALP du Forum dénommé tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix vient de voir le jour. Le bureau de la coordination départementale du FTF RHDP a été investi. Nicolas Achot en est le président. Il aura pour mission de recruter de nouveaux militants parmi les fonctionnaires de la localité. On a donné les missions aux coordonnateurs qui viennent d'être investis. Il lui appartient maintenant de sillonner les sous-préfectures pour convaincre les camarades fonctionnaires qui ne sont pas encore avec nous de nous rejoindre. Cette fêtière est une bonne occasion pour nous. Avec ce coordonnateur, il sera le point de ralliement et c'est lui qui va porter les messages et qui va nous faire le retour. Donc c'est pour nous une occasion effectivement de le soutenir pour qu'effectivement il puisse traîner assez de monde et pour la victoire du parti en octobre 2025. Parrain de la cérémonie, le docteur Eugène Akaouele a demandé à cette nouvelle équipe d'investir les villages et hameaux pour transmettre le message de paix du président de la République, Alassane Ouattara. À la coordination qui vient d'être installée, je leur dirais qu'ils ne sont pas une coordination régionale bis. Ils sont à la disposition du coordinateur régional, qu'il fédère tout le monde autour d'eux, qu'il prône le message de paix et de cohésion sociale tant cher à notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Après Alépé, toujours dans la région de la Mé, la coordination régionale du forum, tous les fonctionnaires pour le RHDP ont installé des bases à Akupé et Yakassé à Tobro. Le groupement des partenaires politiques pour la paix vient de désigner Henriette Lagou comme candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette coalition veut incarner des valeurs fondées sur la paix et la concorde. Elle entend également proposer un changement. Godefroy Okambawa. Connue sur la scène politique ivoirienne, Henriette Lagou est investie candidate à la prochaine élection présidentielle. Elle a été désignée par l'ensemble des présidents membres du GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix. La décision donc est venue de chaque parti de proposer la candidature de Mme Henriette Lagou Adjoa. Parce que la présidente du Rassemblement pour la paix et la concorde, le RPCP, son parti politique, présente le meilleur profil pour nous et pour toute la Côte d'Ivoire. Le GPP est une coalition de 4 partis politiques, à savoir le CNDCI, le NID, l'UDTCI et le RPCP, présidé par Henriette Lagou. La candidate du GPP veut offrir une nouvelle alternative aux Ivoiriens désireux d'un changement. Oui, j'accepte d'être votre candidate. J'accepte d'être votre candidate parce que je compte sur vous et sur les Ivoiriennes et les Ivoiriens. J'accepte d'être votre candidate pour défendre notre rêve commun pour la Côte d'Ivoire.
J'accepte d'être votre candidat parce qu'il faut une femme maintenant à la tête de notre pays. Henriette Lagou ne sera pas à sa première participation à un scrutin présidentiel. En 2015, elle était candidate pour le compte de son parti, le RPCP. Et loin du terrain politique, vous avez certainement entendu l'alerte de ces dames, des informations qui font état de poissons appelés adjuvants, confectionnés avec de l'insecticide. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a réagi. Des agents se sont rendus sur le terrain, dans le village d'Abobo-Doumé. Le directeur des services vétérinaires a fait des prélèvements pour analyse au laboratoire à Métraoli. Dans la fumée, parfois sous une chaleur de plomb, les fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé, village situé dans la commune d'Atekoubé, passent leur journée à la recherche de quoi nourrir leur famille. Cela fait maintenant 8 ans que Véronique Allo fume les poissons dans ce village et arrive tant bien que mal à subvenir aux besoins de ses 6 enfants. De l'aube au crépuscule, elle tient sur ses jambes pour satisfaire sa clientèle. Et parfois, quand la moisson est fructueuse, elle reste sur son lieu de travail jusqu'au petit matin. À Abobo-Doumé, elle confectionne également le poisson communément appelé adjuvant et n'hésite pas à nous expliquer le processus. Adjuvant, quand on prend le poisson directement du port, on nettoie. Quand on nettoie, on lave au moins 2 fois. Et puis on met dans les barriques. Et puis on met un peu de sel et puis on ferme. Après 3 jours, on renverse encore l'eau qui était sortie sur adjuvant. On enlève l'eau là et puis on remet encore dans la barrique avec du sel. Et puis après 1 semaine, 10 jours, c'est fini. On peut aller ça sur le marché. Pourtant, une rumeur fait croire que le poisson adjuvant est confectionné avec des insecticides. D'où notre visite sur le terrain avec le directeur des services vétérinaires. Une rumeur, en tout cas un message circule sur les réseaux sociaux que les dames d'ici utiliseraient du thymore pour asperger le poisson adjuvant avant de le mettre sur le marché. Ce qui présage quand même d'un produit dangereux. Une information battue en brèche par la présidente des fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé. Il y a des gens de Vridiako qui viennent ici pour vendre. Il y a des gens de Sibissa qui viennent ici pour vendre. Mais sur le site d'Abobo-Doumé, je n'ai pas encore vu. Mais comme on parle de ça, je vais faire attention pour suivre ça de près si c'est vraiment ce qui se passe. Pour avoir le cœur net et rassurer les populations, les agents du ministère des Ressources halieutiques font des prélèvements qui seront analysés au laboratoire. Vu que l'information est partie, il faut faire des prélèvements aussi pour confirmer ou infirmer la présence d'insecticides. Pendant notre passage à Abobo-Doumé, les fumeuses de poissons en ont profité pour faire cas des difficultés qu'elles rencontrent dans leur corporation. Toutefois, l'État de Côte d'Ivoire, par le canal du ministère des Ressources animales et halieutiques, s'attelle à les aider à sortir de leur état de précarité. En attendant donc les résultats du laboratoire, le gouvernement veille ainsi donc à la bonne santé des populations. C'est le cas à Bundiali où la Banque mondiale fait un don d'équipements médicaux, un investissement de 130 millions de francs CFA. C'est un véritable soulagement pour la région de la Bagoué. Vous allez le voir dans ce reportage de Sephora Zegui, les bénéficiaires s'en réjouissent. Bundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, un élan d'espoir pour la santé des habitants. La Banque mondiale a doté les centres de santé locaux d'équipements médicaux d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Le projet donc a pour objectif de pouvoir développer des activités dans 2 catégories d'investissement. La première catégorie d'investissement concerne ce qu'on appelle les investissements à impact rapide. C'est essentiellement des réhabilitations, des extensions d'établissements scolaires, d'établissements sanitaires, mais également d'équipements scolaires et d'équipements sanitaires. Les réhabilitations pour l'établissement primaire ont commencé et les réhabilitations d'équipements sanitaires vont commencer au mois de mai 2025. Le projet de développement durable inclusif des villes secondaires, financé par la Banque mondiale, est une excellente nouvelle pour les populations et le corps médical. Comme d'habitude, quand le plateau technique vraiment est défaillant ou bien est en manque, c'est vraiment un calvaire. Il faut aller, il faut être référé à Korogo avec surtout la voix. Mais maintenant, c'est un soulagement, vrai pour moi en tout cas, de recevoir une couveuse dans un centre de santé.
La commune de Boundiali est extrêmement reconnaissante envers la Banque mondiale et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour ce projet humanitaire. C'est vraiment avec grande joie que nous accueillons ce projet aujourd'hui. Et je voudrais dire merci. Faisons en sorte que ce matériel ne se retrouve pas dans les cliniques. C'est fait pour les établissements publics. Et donc, je voudrais m'adresser ici à monsieur le directeur départemental de la santé. Vous avez rappelé tout à l'heure, je cours partout pour vous apporter des choses. Bientôt, vous allez bénéficier de certaines choses à titre personnel et pour les agents de santé. C'est des ambulances, c'est des véhicules, c'est des motos. Je souhaite que tout ce matériel soit estampillé avant d'être distribué. Une journée mémorable pour Boundiali qui voit son système de santé renforcé grâce à cet investissement majeur. Allons maintenant aux États-Unis. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafawa Coulibaly, a bouclé sa tournée à Washington. La délégation ivoirienne a séduit les agences publiques et institutions de financement américaines. C'est aussi rendu à la Chambre de commerce des États-Unis, une tournée qui réaffirme la bonne image de la Côte d'Ivoire à l'international. Jean-Luc Bambo, Dramé Lamine, de retour de Washington. Dernière étape d'une tournée stratégique pour la Côte d'Ivoire, Washington DC. La délégation ivoirienne, menée par le ministre des Mines et de l'Énergie, a rencontré les grandes agences publiques américaines. L'US Exim Bank, agence officielle de crédit à l'exportation des États-Unis, et la DFC, Société américaine de financement et du développement international, se sont montrées attentives au projet ivoirien, tout comme le State Department, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, où le ministre et sa délégation ont été reçus avec les honneurs. Mais c'est à la Chambre de commerce des États-Unis, l'US Chamber, que la délégation ivoirienne a passé l'épreuve du feu. Cette organisation, qui regroupe PME, start-up et multinationales, joue un rôle déterminant dans la mise en relation entre le gouvernement américain et le secteur privé mondial. Le ministre a une fois de plus mis en avant les opportunités du sous-sol ivoirien. Nous avons découvert un ensemble impressionnant de projets dans divers secteurs, notamment l'électricité, la production d'énergie et l'exploitation minière, ainsi qu'une vision forte sur le rôle que peut jouer le secteur privé. La présentation d'aujourd'hui nous a paru très convaincante. Vous savez que les minerais stratégiques, les minerais critiques sont d'actualité. C'est un focus pour le gouvernement américain. Et la plupart des entreprises américaines sont très encouragées à aller investir un peu partout dans le monde. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est bien positionné pour pouvoir attirer donc ces investisseurs. La délégation ivoirienne a également sollicité l'expertise du think tank Brookings Institution. Objectif, tirer parti de son expérience internationale pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son ambition de boom énergétique et minier. Ils ont partagé avec nous donc, les récentes découvertes qu'il y a eu en matière de ressources naturelles et qu'ils cherchent à s'inspirer un peu des meilleurs exemples possibles pour que le secteur profite au maximum à la population ivoirienne et au pays. Nous, ici à Brookings, nous faisons des recherches, aussi des études sur ce genre de questions. Nous pensons que c'est vraiment une bonne opportunité pour le pays pour vraiment créer l'emploi et assurer vraiment le financement de son développement. C'est donc une tournée qui réaffirme la bonne image de la Côte d'Ivoire à l'international et qui ouvre la voie à de nouveaux partenariats stratégiques pour l'avenir du pays. Et là-bas aux États-Unis, la Côte d'Ivoire sacrée championne africaine de la lutte contre les discriminations en faveur des femmes et des filles. Le pays a partagé son expérience lors d'un panel de haut niveau à l'ONU. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était à la rencontre. L'objectif est de promouvoir l'utilisation du CIJ pour des politiques efficaces en faveur de l'égalité des genres en Afrique. Envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire, championne africaine de lutte contre les discriminations envers les femmes et les filles, selon l'indice des institutions sociales et égalité des genres, CIJ.
Elle devance le Sénégal et intègre ainsi le quota des 55 pays les mieux classés au niveau mondial devant le Canada, les États-Unis, Israël ou encore le Brésil. L'expérience ivoirienne est partagée à New York en marge de la 69e session de la Commission sur la condition de la femme. Le panel co-organisé par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, initiatrice du CJ et la Côte d'Ivoire, a également mis en avant les avancées du Sénégal. Autre chose que nous avons fait également avec le CJ, c'est de parvenir à faire adopter une loi. On a parlé de la question de l'intégrité physique. Et en 2020, justement, nous avons adopté une loi qui criminalise le viol et la pédophilie. On lutte contre les discriminations pour que ça restaure à l'égalité. Et ça, c'est une démarche scientifique que je n'ai pas trouvée dans beaucoup de pays. Et quand on a travaillé avec l'OCDE, je le disais chaque fois, vraiment, je pense qu'on va bien travailler parce que votre méthode et la méthode utilisée par la Côte d'Ivoire depuis longtemps se ressemblent. Et c'est comme ça qu'on a été meilleur pays. Il y a des causes profondes qui sont liées aux lois et aux normes sociales. Les normes sociales, c'est qu'est-ce que les gens pensent qui est acceptable. Donc nous, on mesure cela. Et c'est ce qu'on a fait ensemble aux côtés de nos partenaires ivoiriens. On a vu beaucoup de changements sur les lois, parce que ça commence souvent par là. Madame la ministre a parlé aussi des quotas. Présidé par la ministre Nassini Touré, à ses côtés l'ambassadeur permanent de Côte d'Ivoire aux Nations Unies, Timoko Moriko, la rencontre a souligné l'importance de l'égalité des genres pour le développement durable. L'égalité entre les femmes et les hommes ne doit pas être perçue comme un idéal abstrait, mais comme une dynamique concrète et mesurable au cœur du développement de nos sociétés. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'accélérer la cadence, d'agir avec les hommes, les femmes, agir avec détermination pour transformer les normes, favoriser l'inclusion. La Côte d'Ivoire est prête à relever ce défi. Ce panel a réuni des experts, des représentants gouvernementaux, des institutions internationales et des acteurs de la société civile, tous engagés dans la promotion de l'égalité des genres. Et sur place ici, le Bénin est à l'école de la Côte d'Ivoire. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a reçu une délégation du Bénin. La visite a permis de s'inspirer du modèle ivoirien. Jean-Marc Djadji. 5 jours de partage d'expérience pour le Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage FODEFCA du Bénin. Un séjour durant lequel l'expertise ivoirienne en matière de financement de la formation professionnelle a été valorisée au travers du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Il faut dire que nous allons nous inspirer pour élaborer notre plan de développement pour que, au niveau du réseau, comme on l'est déjà, nous sommes les plus anciens, qu'on donne de l'exemple aux autres. Nous encourageons toutes les structures sœurs à mobiliser leurs compétences, à mutualiser leurs compétences, leur savoir-faire, de manière à pouvoir faire avancer le développement des compétences. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui oriente et suit les actions du FDFP, a lui aussi été visité. Nous avons souligné la volonté du ministre, qui est président du cadre de concertation des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi de la région UEMOA. Donc nous avons traduit sa volonté de renforcer ces liens et d'encourager des missions d'échange, de partage, d'expériences et de bonnes pratiques. La coopération entre le FDFP et le FODEFCA renforce les initiatives sous-régionales en matière d'insertion professionnelle. Dans le reste de l'actualité, la tournée africaine du représentant du Congrès américain, Dr. Ronny Jackson, s'est poursuivie ces derniers jours à Kigali. Il s'est entretenu avec le chef de l'État Paul Kagame pour discuter de la coopération en cours pour promouvoir la paix dans la région. La visite se déroule quelques jours seulement après un premier déplacement à Kinshasa. Le conflit à l'est de la RDC était au cœur des discussions. Ronny Jackson s'est entretenu avec les leaders religieux, mais aussi avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a affirmé vouloir travailler pour la paix, pour que la paix revienne dans le pays. Et voici maintenant la page culture.
Une délégation du commissariat général du FEMUA a séjourné récemment en Guinée. C'est le pays invité d'honneur de la 17e édition du festival. Salif Traoré, dit à Salfo, a porté le message aux acteurs culturels et aux autorités au plus haut niveau. On le voit avec nous, Sangaré. Une délégation du commissariat général du FEMUA a séjourné récemment en Guinée dans le cadre des préparatifs du festival. La délégation ivoirienne a été reçue par le chef de l'État guinéen, Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel à Conakry. Le commissaire général du FEMUA a présenté le projet au président guinéen avant d'annoncer le choix porté sur ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est déjà un honneur pour le commissariat général du FEMUA d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est pour nous un signe de considération et de respect. Une manière pour nous de leur dire déjà merci pour cette acceptation, mais aussi donner la teneur de la présence de la Guinée en Côte d'Ivoire. C'est un contenu alléchant qui attend toute la délégation guinéenne. Mais vu l'implication de ces autorités-là, on s'est dit que le défi sera grand, pas à relever par la Guinée, mais aussi par le comité d'organisation du FEMUA. Pays invité d'honneur de la 17e édition du FEMUA, la Guinée compte jouer pleinement sa partition pour une participation réussie. Il a rassuré également tout le monde quant à l'accompagnement nécessaire pour que la Guinée puisse faire une belle participation. Le FEMUA 17 aura lieu du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa autour du thème « Civisme et sécurité routière ». La 7e édition de Zawata Festival est lancée, un événement culturel porté par la Mutuelle de développement de Koumoudji. Cette édition aura lieu du 23 au 30 août 2025 à Koumoudji, une sous-préfecture de Kononfla dans le département de Saint-Fra, Dangui. Le Zaouli, marque culturel du peuple gouro, lève ici dans un complexe hôtelier de la commune de Yopougon, un coin du voile sur les promesses de la 7e édition du Zawata Festival, lancé ce dimanche. Porté par la mutuelle de développement du village de Kamongui, sous-préfecture de Kononfla, dans le département de Saint-Fra, cette édition du Zawata Festival est placée sous le signe de la promotion de la paix et du développement local. Nous lançons donc un appel à tous les amoureux de la culture, nous lançons un appel à tous les amoureux du développement rural de prendre rendez-vous avec nous pour la 7e édition du Zawata Festival. C'est un événement qui ne doit plus se raconter, c'est un événement qui doit être vécu. Subventionné par le ministère de la Culture et de la Francophonie, Zawata Festival est à sa 7e édition. Cette édition, toujours dans les sillons des précédentes éditions, est placée sous le thème « Culture, rendez-vous inclusif des artisans de la paix et du développement durable ». Nous retrouvons l'invité de la page culture, Naouda Berté, auteur de l'œuvre Alhamdulillah. Et si nous étions un peu reconnaissants envers Dieu, être reconnaissant à Dieu, ça semble tellement évident, non? Et pourtant, ça n'est pas. Ça n'est pas dans la mesure où en fait nos comportements de tous les jours confirment en fait l'idée que nous sommes très peu sensibles aux bienfaits de Dieu. Et donc, c'est en cela que je dis que ce n'est pas aussi évident. Et donc le livre, c'est une interprétation, une interpellation à une prise de conscience, effectivement, de l'existence de ces bienfaits et en même temps une exhortation pour l'expression de notre reconnaissance vis-à-vis en fait, du Créateur. Oui, être reconnaissant, comment cela peut se matérialiser? Parce qu'on peut se dire, mais on prie, on croit en Dieu, c'est suffisant. Oui, on peut le dire ainsi, mais si vous voulez, dès l'instant où vous prenez conscience des bienfaits que Dieu a mis à votre disposition, c'est comme en fait une relation humaine. Hein. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, on vous dit merci. Et lorsque vous prenez conscience effectivement que ce que Dieu a mis à votre disposition, c'est un bienfait, il est tout à fait normal qu'on puisse lui exprimer en retour de notre reconnaissance. Et donc c'est humain, c'est naturel. Et Dieu le recommande fortement d'ailleurs dans sa parole, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, dans tous les livres révélés. L'expression de la reconnaissance, c'est également une exhortation divine. Alors on va poursuivre juste après cet élément de Marina Manzan et Walter Amadou Ouattara. Le livre Alhamdulillah, et si nous étions reconnaissants envers Dieu, nous invite à cultiver la gratitude. À travers des récits inspirants et des enseignements du Saint-Coran et de la Sunna, il nous rappelle l'importance d'apprécier ce que nous avons au lieu de nous attarder sur ce qui nous manque. Du simple fait de respirer chaque matin
Aux épreuves qui nous enseignent des leçons précieuses, ce livre montre que la reconnaissance est plus qu'un mot, c'est une manière de vivre qui apaise le cœur et renforce la foi. Au fil des pages, on découvre comment dire Alhamdoulilah ou gloire à Dieu peut transformer notre vision de la vie et attirer encore plus de bénédictions. Un livre à lire et à méditer, surtout à appliquer au quotidien. Alors, vous pensez en fait qu'on apprécie moins tous ces bienfaits de Dieu? Oui, c'est notre comportement qui le prouve. Si vous prenez par exemple les organes nobles du corps humain, notamment le cerveau, les reins, et d'une façon générale, il est établi que les consommations abusives du tabac et de l'alcool ont un impact négatif en fait sur tous ces organes qu'on appelle organes nobles et qui améliorent notre santé au quotidien. Et donc l'attitude que nous avons vis-à-vis en fait de ces bienfaits prouve qu'effectivement que nous n'avons pas conscience que c'est un bienfait. D'où en fait la nécessité d'interpeller les uns et les autres sur... Donc c'est par méconnaissance, c'est pas vraiment par ingratitude. Justement, ça peut peut-être paraître par méconnaissance, mais justement c'est le rôle de ce livre-là d'attirer la conscience sur l'existence de ces bienfaits et la nécessité effectivement d'exprimer la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Donc ça peut être par méconnaissance et le rôle en fait de ceux qui portent le message divin, c'est justement de porter ce message-là que Dieu effectivement est bienfaisant et qu'il y a assez effectivement d'éléments qui prouvent qu'effectivement nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des faits qui sont niés, c'est pas parce qu'il y a une grandeur, il y a une divinité qui est niée. Non, le problème ne se pose pas en ces termes. C'est-à-dire que ce livre, c'est une interpellation, mais qui procède d'un constat. C'est-à-dire que notre attitude vis-à-vis de ces bienfaits montre qu'effectivement, nous n'avons pas forcément conscience. Et donc, comme on n'a pas conscience, il faut interpeller. Donc, c'est une prise de conscience. Donc, ça peut être par méconnaissance, effectivement, mais le rôle, effectivement, de ceux qui écrivent, c'est d'interpeller, d'amener les uns et les autres à réaliser qu'effectivement, il y a une vérité qui est là. Il faut se la procurer pour être heureux, pour être épanoui. Vous indiquez que les savants et surtout les recherches, les découvertes scientifiques constituent des moyens de renforcement de la foi. Expliquez-nous. Absolument. L'islam, il faut percevoir l'islam en fait sous l'angle de la rationalité. Et si vous lisez en fait le Coran, de façon très récurrente, Dieu revient sur des citations. Ce sont là des preuves pour des gens qui réfléchissent, ce sont là des preuves pour des gens qui méditent. Donc l'islam invite à la rationalité. Et naturellement, le travail du savant, c'est la découverte des lois, des principes divins. Et il y a une belle phrase en fait du Coran où effectivement l'effort du savant dans la recherche de la connaissance aboutit à une découverte à travers laquelle il exprime une joie de découvrir une réalité cachée. Eureka, j'ai trouvé. Et donc dès l'instant où le savant dit que j'ai trouvé, la question inhérente c'est de savoir qui l'a mise là. Et donc derrière cette question, la réponse c'est effectivement un être supérieur doté d'intelligence supérieure qui est Dieu. Et donc naturellement la découverte amène à la compréhension, à la conviction de l'existence formelle de Dieu. Et donc, vu sous cet angle, le Coran, plutôt que de contraindre, doit convaincre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Membre de la communauté Tidjania, qu'est-ce que cette communauté partage comme valeur, puisque dans cet ouvrage, on sent quand même un peu de désarroi de l'auteur? Oui, en fait, la communauté Tidjani, c'est une communauté à l'intérieur de l'islam. C'est une école spirituelle qui met l'accent sur le perfectionnement du comportement. Et cela, c'est une exigence fondamentale de cette école parce que tout simplement, le prophète n'a été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Donc, l'école met l'accent sur ces aspects-là. Et par rapport au titre de ce livre, l'expression de la reconnaissance, c'est au cours d'un enseignement en fait, que notre maître, le calife général de la Tidjani en Côte d'Ivoire, a dit de façon solennelle, il a dit, Cheikh Moustapha Sonta, il a dit la reconnaissance pour les Tidjani est une obligation. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu est une obligation pour tous les Tidjani. Donc, vu sous cet angle-là, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'effectivement nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et donc, l'existence de tous ces bienfaits nous amène effectivement dans cette dynamique d'expression de la reconnaissance. Donc, c'est un enseignement. Alors, justement, à la page 53, vous dites la Tidjania, outre les invocations, est une école destinée à l'éducation de l'âme. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais parce que l'islam, le message final de l'islam, c'est l'éducation de l'âme. C'est ce que Dieu il a dit en fait au prophète. Dès l'instant où le message a été diffusé, il a dit le vrai combat commence. Le vrai combat c'est quoi? C'est prendre l'arme et pointer l'arme contre soi-même pour voir ses propres défauts et les améliorer. Et donc c'est un combat très difficile. Et donc c'est l'éducation de l'âme qui est au cœur en fait de cette école. Et donc naturellement nous faisons l'effort
de nous approprier tous les enseignements qui sont mis à notre disposition et qui nous aident effectivement dans la vie au quotidien et qui montrent effectivement... Est-ce que vous pensez qu'il faut appartenir justement à l'une de ces communautés, Kadiri, Chadili, Tidjania, etc. C'est peut-être une manière d'être beaucoup plus proche et de revendiquer une certaine proximité, oui, mais tout à un certain niveau de culture Oui, mais en fait, c'est des écoles qui mettent l'accent sur des actes surrogatoires et qui respectent les actes obligatoires, mais les actes surrogatoires. Et ça, c'est conforme en fait à une citation de Dieu dans le Hadith Qudsi. Le Hadith Qudsi, c'est les paroles de Dieu qui sont relayées par le prophète. Dieu dit « Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par des actes obligatoires et les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens sa vue, je deviens celui avec laquelle il voit, etc. etc. » Et donc, le désir, l'objectif final, c'est en fait la proximité avec Dieu. Et cette proximité passe par des actes surrogatoires, mais aussi par le respect en fait du dogme. Et donc les écoles spirituelles mettent un accent particulier sur les actes surrogatoires et qui sont l'expression de la reconnaissance, parce qu'en fait ce ne sont pas des actes obligatoires. D'accord, merci. On a fait le tour en 10 minutes, effectivement, sur cet ouvrage, alhamdoulilah, si nous étions un peu reconnaissants envers Dieu. Et on va être reconnaissants en disant merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous avons passé ensemble, effectivement. Et surtout, bonne suite du mois de Ramadan. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez. Monsieur Daouda Berté, auteur de l'ouvrage, alhamdoulilah, si nous étions un peu reconnaissants envers Dieu, l'invité de la page culture ce soir. Merci d'avoir été là, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'il ne faut pas se lasser de porter ses propres cornes. Dieu voulant, on se retrouve demain.